Bonjour à tous. L'association Polygone est fière de vous accueillir pour cette deuxième conférence de notre colloque Penser son rapport à l'histoire, le travail mémoriel de nos sociétés. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux enjeux tant juridiques que mémoriels du procès de Klaus Barbie, accompagné par Maître Jakubowicz, qui était avocat des parties civiles lors de ce procès. Vous avez également été avocat des parties civiles lors du procès de Paul Touvier et Maurice Papon. Bonjour, Maître Jakubowicz. Il y a 80 ans, le résistant Jean Moulin, dont l'université dans laquelle nous vous recevons aujourd'hui porte le nom, perdait la vie dans le train qui le déportait suite aux tortures de la Gestapo. C'est dans une optique de commémoration des 80 ans de son décès que nous avons souhaité organiser le colloque sur le travail mémoriel. C'est sous les ordres du boucher de Lyon Klaus Barbie que Jean Moulin et d'autres résistants de l'occupation allemande seront arrêtés, torturés ou exécutés. Klaus Barbie fut notamment responsable de la rafle des enfants d'Isieux. Après la Seconde Guerre mondiale, il a aidé l'armée américaine et il s'est installé en Bolivie, où il changera d'identité. C'est le couple Karchfeld qui obtient la réouverture de l'instruction en 1971. Et donc les soupçons autour de sa réelle identité vont s'accumuler jusqu'en 1972, où le journaliste Ladislas de Hoyos parvient à l'interviewer. Le journaliste s'adresse à lui en français, question à laquelle il va répondre en allemand, ce qui va trahir sa compréhension de la langue française. Puis le journaliste lui tend des photos de Jean Moulin, qu'il nie reconnaître, et ces empreintes digitales déposées sur les photos serviront à l'identifier, ce qui amènera à son arrestation en Bolivie le 25 janvier 1983. Il sera par la suite incarcéré une semaine à la prison de Montluc. Son procès démarrera le 11 mai 1987. Il sera reconnu coupable le 4 juillet 1987 de 17 crimes contre l'humanité. Sa défense est assurée par 3 avocats. En face, ce sont 39 avocats qui représentent les parties civiles. Parmi eux se trouve Maître Jakubowicz, présent avec nous aujourd'hui. Lors de sa plaidoirie, l'un des avocats de la défense, Maître Jacques Vergès, disait, je cite, « La défense se réjouit que le procureur général dans la première partie de son réquisitoire ait bien voulu admettre que la notion de crime contre l'humanité est une notion qui n'est pas encore fixée, une notion qui varie, une notion qui oppose les cours françaises entre elles. Selon vous, la notion de crime contre l'humanité était-elle centrale dans ce procès et quels enjeux ont-ils été soulevés lors de ce procès ?» Et j'ai combien de temps pour répondre? Autant que vous le voulez. Bon, bonjour. Alors, en fait, je dois répondre à la question ou être plus large sur la thématique? C'est comme vous préférez. Alors, je préfère autrement. Allez-y. Bonjour d'abord à toutes et à tous. D'abord, je suis toujours très heureux de me retrouver au sein de cette université, puisque je suis un ancien de cette université et que j'y ai fait mes études de droit. Donc, vous voyez, ça peut mener de partout, y compris ici quelques décennies plus tard. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir dans cette enceinte, bien que je dois reconnaître que de mon temps, cette enceinte n'existait pas, puisque les premières années de droit étaient à la Doua, et ensuite on passait sur les quais. Voilà, donc d'abord vous remercier pour votre invitation, même si ça a été un petit peu compliqué, mais on y arrive, et donc je suis heureux de venir parler avec vous donc du thème général, je crois, de cette semaine, ce qui est sur la mémoire et l'histoire et le droit. Donc je vais quand même être un petit peu plus large, si vous le voulez bien. Je dispose de combien de temps et comment ça marche? Donc on avait prévu... Vous savez, je suis avocat, donc alors, je parle debout parce que, comme j'ai dit, un avocat, pour moi, ça parle debout, toujours. Donc jamais assis. Vous avez 2 heures, on avait prévu des questions et ensuite un temps d'échange avec le public. D'accord. Non, je ne vais pas parler pendant 2 heures, je vous rassure. Mais je vais parler quand même peut-être un certain temps en espérant que mon propos vous intéressera, que je n'ai absolument pas préparé, mais je connais un peu le sujet. Voilà, donc d'abord, on va essayer de donner un certain nombre de définitions pour avoir des repères. On a parlé de mémoire, on a parlé de crimes contre l'humanité. Alors d'abord, moi je vous donne un point de vue, alors vous le notez parce qu'on pourra avoir des échanges là-dessus, vous pourrez me poser des questions et surtout me donner votre avis parce que votre avis m'intéresse beaucoup. On parle beaucoup du devoir de mémoire. Moi je trouve que c'est une sottise pour ne pas dire une connerie. Il n'y a pas de devoir de mémoire. À partir du moment, c'est même 2 notions qui pour moi sont presque antinomiques.
Si vous voulez imposer la mémoire, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Si vous n'adhérez pas à cette mémoire, si vous n'adhérez pas au sujet, si on ne motive pas les gens, et notamment les plus jeunes, vous entre autres, sur cette période de l'histoire, sur les enseignements de cette histoire par rapport à l'actualité, parce que l'histoire ne vaut, alors, sauf pour les historiens bien sûr, qui en font leur art, leur métier, qui font avancer effectivement toutes les théories historiques, parce que l'histoire n'est pas figée, on va en parler d'ailleurs de ça, de l'évolution de l'histoire. L'histoire n'est pas figée, elle évolue en fonction d'un certain nombre de phénomènes, mais en aucune façon la mémoire doit être un devoir. C'est un droit d'abord. Moi je dirais même que c'est une obligation, mais c'est une obligation à laquelle on doit adhérer. Si on n'y adhère pas, ça ne fonctionne pas. La deuxième chose, c'est cette notion, alors qui est votre question en fait, cette notion de crime contre l'humanité. C'est une notion qui est très récente. Alors, parmi vous, vous êtes des juristes, des historiens, des étudiants en histoire. Le public est composé comment? Il me semble que c'est majoritairement des étudiants en droit. Majoritairement des étudiants en droit. Il y a des étudiants en histoire également ou pas dans la salle? Ouais. Bon. Vous êtes vachement minoritaire, hein, mais bienvenue. Donc, cette notion de crime contre l'humanité est une notion extrêmement récente. En fait, elle est née, comme vous le savez sans doute, et même sûrement, au tribunal international de Nuremberg, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. De quoi s'agit-il? Avant cette notion de crime contre l'humanité, il y avait en matière de guerre, on va dire, deux crimes, deux sortes de crimes. Les crimes contre la paix, c'est le fait d'avoir violé la paix. Si on veut actualiser mon propos, on pourrait, je crois, de façon raisonnable, dire que la Russie a enfreint la paix en agressant l'Ukraine. C'est un crime contre la paix. Notion assez générale, générique, qui vise les États. Et puis, il y avait également cette notion de crime de guerre. Alors, crime de guerre, c'est assez curieux même comme notion pour les humanistes que nous sommes. C'est qu'en fait, la guerre, elle obéit à un certain nombre de règles, à un certain nombre de lois. Et dans la guerre, on a le droit de tuer. C'est un droit. On a le droit de tuer, mais on n'a pas le droit de tuer n'importe qui et n'importe comment. Les crimes en question, ce sont des crimes qui sont généralement commis contre des civils. Les crimes contre les civils qui ne portent pas les armes étaient déjà, avant la guerre de 39-45, on considérait que c'était des crimes de guerre dans la mesure où c'était des assassinats, des tortures, des viols, des crimes commis à l'encontre de populations civiles. On s'est rendu compte à la libération, et notamment après la libération des camps de concentration, camps d'extermination, car ce n'est pas la même chose, hein, on pourra en parler, camps de concentration, tous les camps de concentration n'étaient pas des camps d'extermination. Et tous les camps d'extermination étaient des camps de concentration. Et quand on s'est rendu compte, à la libération des camps par les forces alliées, américaines, russes, anglaises, et malheureusement pas françaises, si ce n'est celles qui avaient intégré d'autres unités, notamment l'armée anglaise, on s'est rendu compte que jamais l'imagination humaine, qui pourtant est fertile en la matière, n'était allée aussi loin dans la barbarie, dans l'ignominie, dans les crimes contre la notion même d'humanité. Et c'est là qu'est apparue pour la première fois la notion de crime contre l'humanité, qui est en fait le crime d'inhumanité. Je vous renvoie à la lecture d'un petit ouvrage d'un témoin du procès Barbie, d'ailleurs, qui s'appelle André Frossard, que vous n'avez malheureusement sans doute pas connu, qui était historien, écrivain, philosophe, un homme admirable, qui avait été lui-même arrêté, qui a rencontré Barbie à Lyon, qui a été témoin au cours du procès Barbie, qui a commis un tout petit ouvrage qui vient d'être réédité, que je vous invite vraiment à lire, mais je dirais même en dehors du contexte, je dirais comme culture générale, au titre de votre culture générale, de la définition même du crime contre l'humanité. C'est un petit ouvrage qui est écrit par André Frossard, qui s'appelle tout simplement « Le crime contre l'humanité ». Vous le cherchez, il a été réédité, vous pouvez le retrouver. C'est très court, ça a une soixantaine de pages. C'est tout simplement admirable. Vous comprenez tout de la notion de crime contre l'humanité, qui est une notion, hélas, encore très actuelle, bien sûr, en lisant ce petit ouvrage d'André Frossard.
Donc, on reste à cette apparition, à cette émergence d'un nouveau type de crime, si je puis dire, qui est le crime contre l'humanité, qui va être évoqué pour la première fois au procès de Nuremberg, qui, comme vous le savez sûrement, en tout cas j'espère, est le grand procès de l'après-guerre qui a jugé les hauts dignitaires nazis. Je dis bien les hauts dignitaires nazis, c'est-à-dire les hommes qui étaient les plus proches d'Adolf Hitler, ses bras droits, les gens qui ont eu des rôles prépondérants, notamment dans les camps d'extermination et notamment à Auschwitz-Birkenau, le directeur du camp, les gens qui ont pu être retrouvés, certains n'ont pas été. C'est vraiment le procès des hauts dignitaires d'Asie, et d'ailleurs la plupart d'entre eux ont été condamnés à mort et ont été exécutés. Donc je referme là la parenthèse, parce qu'elle est extrêmement importante, bien sûr, sur cette définition du crime contre l'humanité, qui présente un caractère, alors je m'adresse aux juristes, mais les historiens ont le droit de l'entendre aussi, et d'ailleurs c'est une notion qui, même pour l'histoire, est extrêmement importante, qui est une novation extrêmement surprenante dans, je dirais, l'état du droit positif des États de droit, des démocraties et des États de droit, c'est qu'on a décidé, on a intégré très tardivement d'ailleurs dans notre droit interne, une notion que réprouvent tous les juristes, qui est la notion d'imprescriptibilité. Dans nos sociétés, on va dire judéo-chrétiennes, dans notre droit judéo-chrétien, il y a une notion qui est prépondérante, qui est essentielle, qui est fondamentale, qui est humaine, c'est la prescription. Alors, on en parle beaucoup actuellement, notamment dans le problème des violences faites aux femmes, les viols d'enfants, etc., où on voudrait, où certains voudraient une imprescriptibilité, c'est-à-dire que l'on peut poursuivre l'auteur de ces faits jusqu'à sa mort, en tout lieu et en tout temps. Eh bien, cette spécificité qui est contre alléguème d'une certaine façon, mais qu'on a intégrée dans la loi, qui est pour le juriste en général extrêmement choquante, c'est l'imprescriptibilité. Ceux qui se rendent, ou celles bien sûr, mais on doit bien reconnaître que c'est beaucoup plus le propre des hommes que celui des femmes, ceux donc qui se rendent coupables et qui sont reconnus coupables de crimes contre l'humanité peuvent être poursuivis jusqu'au dernier souffle de leur vie et en tout lieu où ils se trouvent. Donc cette notion est une notion extrêmement importante qui va permettre un certain nombre de procès après-guerre, alors que les faits seraient normalement, dans le droit commun, prescrits. La législation française n'a intégré cette notion d'imprescriptibilité du crime contre l'humanité qu'en 1964 dans le Code pénal. Donc voilà pour le cadre général. Alors maintenant, on va l'appliquer, puisqu'on parle de Klaus Barbie, on va l'appliquer à Klaus Barbie. Alors, qui est Klaus Barbie ? Klaus Barbie, comme la plupart de ses congénères, c'est un minable. C'est un type qui a... Bon, c'est un enfant qui naît dans cette Allemagne de la crise entre la guerre de 14 et 14-18 et 39-45, qui va grandir comme tous les gamins subjugués par le culte d'Adolf Hitler, du régime nazi, qui va faire allégeance au régime nazi, comme beaucoup, je dis effectivement, de gens dont la vie est relativement, et ce n'est pas du tout péjoratif, mais médiocre, venant de milieux relativement modestes, qui fait de très piètres études ou pas d'études du tout, et qui trouvent dans ces occasions-là l'occasion d'éclore. C'est une sorte de revanche sociale, de revanche sur la société, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la milice française. J'étais au procès Touvier, qui était un milicien lyonnais, c'est le même profil. C'est-à-dire des gens, lui il était plus ou moins proxénète, Touvier, des gens qui tombent plutôt dans la délinquance, qui n'ont pas de bagage, je dirais, culturel, de background, on dirait maintenant, de référence, et qui, grâce à la période de crise, rentrant dans un parti très hiérarchisé, où on respecte les règles, où on tend le bras, où on fait allégeance à un maître qui devient le maître suprême que l'on adore, qui est un espèce de dieu vivant, eh bien on gravit là les échelons et on prend du grade
et là, on se venge du monde et de la société tout entière. Et en fait, on fabrique d'authentiques sadiques qui trouvent là leur légitimité sociale, qui trouvent là leur force, leur puissance, leur virilité, alors que dans un régime, je dirais, normal, ils en seraient totalement dépourvus. Et là, Klaus Barbie, c'est exactement ça. Donc il va gravir les échelons au sein de la SS, et il va se trouver parachuté à Lyon, où il va être le chef de la section 4 du SIPO-SD, c'est donc l'organisation du parti nazi en France. Alors là, on est dans une période, on est après la débâcle, c'est-à-dire que la France est occupée, elle est divisée en deux zones, la zone sud, la zone nord. Tout ça, j'imagine que vous l'avez au moins appris au lycée, en tout cas pour ceux qui ne sont pas historiens, qui ont sans doute des travaux évidemment plus poussés sur cette période. Et c'est dans ce contexte-là que Klaus Barbie arrive à Lyon. Il va, le SIPO-SD, la section 4 du SIPO-SD, qu'est-ce que c'est? C'est la lutte d'abord contre, on va dire, ce qu'on appelait les maquisards, les résistants, et contre les juifs. Et Klaus Barbie va faire preuve, on va dire, d'un certain zèle dans l'exercice de sa fonction. C'est un euphémisme que de dire cela. Sans doute savez-vous qu'on l'a affublé d'un surnom, le boucher de Lyon, car quiconque tombait entre ses mains, c'était véritablement une boucherie. Ce type est un sadique qui interrogeait, enfin le terme n'est sans doute pas le plus approprié, qui se livrait à des interrogatoires et à des tortures lui-même et par ses hommes, très proche de la milice évidemment. Alors la milice, c'est la police supplétive de la Gestapo, mais qui est composée évidemment de Français collaborateurs. Barbie interroge lui-même avec un air de bœuf, des matraques, des chiens, se livre à toutes sortes de sévices, particulièrement sur les femmes résistantes. On va le voir quand on va aborder le procès, et notamment les témoins. C'est ni plus ni moins qu'un sadique. Il va, à la fin de la guerre, il va être exfiltré, il ne va pas être arrêté, et en fait, il va être récupéré par la CIA. Ce que je vous dis, je ne suis pas dans le complotisme, que les choses soient claires, pas du tout. Ce sont des choses qui sont actées, documentées, reconnues, établies. Pourquoi la CIA? C'est très simple. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va passer, je dirais, sans désemparer, de la guerre mondiale contre le régime nazi à la guerre froide entre ce qui était alors l'URSS et les États-Unis d'Amérique. Et en fait, les Américains avaient grand besoin de ces spécialistes de l'anticommunisme qu'étaient les nazis. Très organisés, avec un très grand nombre d'informations, une vraie culture de l'anticommunisme qui était viscérale, et les Américains, sans vergogne, il faut bien le dire, clairement, ça, tous les historiens s'accordent à le reconnaître, à le dire, ont utilisé des anciens nazis, ou toujours nazis, à la Libération, les ont exfiltrés, s'en sont servis, et ensuite s'en sont plus ou moins débarrassés, mais leur ont permis de rejoindre essentiellement l'Amérique du Sud, Bolivie, Argentine, Chili. C'est pas un hasard. Alors vous êtes peu contemporain de cette période, mais c'est les régimes totalitaires que l'on va retrouver dans les années 60, 70, 80, régime des généraux. J'espère que vous connaissez l'histoire du Chili, j'espère de Salvador Allende, que vous savez qu'en fait, ces mêmes tortures ont été répliquées dans ces régimes totalitaires en Amérique du Sud. C'est ce qu'on appelait la filière c'était des animaux, j'ai oublié. Les historiens, vous ne pouvez pas me dire en aide. Ça avait un nom, la filière des... C'est des animaux, des loups, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, c'est une filière reconnue qui est organisée par les États-Unis d'Amérique en direction de l'Amérique du Sud. Et de fait, effectivement, Klaus Barbie va être exfiltré dans un premier temps en Argentine, puis en Bolivie, où il va se réinstaller, changer de nom, s'appelait non plus Klaus Barbie, mais Klaus Altmann.
il va avoir des affaires tout à fait prospères et il va contribuer au maintien du régime des généraux, d'abord en Argentine puis en Bolivie, qui sont des régimes absolument effroyables. On a des photos de lui, on fait des réunions en Amérique du Sud avec des drapeaux nazis, des réunions avec des chants nazis, le bras tendu, ils sont toute une flopée, au vu et au su de tout le monde, et ils forment la police et les milices de ces pays contre les opposants politiques, les communistes, les socialistes, les syndicalistes, etc., etc. Et c'est en cet état, effectivement, qu'il faut savoir que Klaus Barbie a été jugé en France, à la Libération, par contumace. Alors, vous savez ce que ça signifie, être jugé par contumace, ça veut dire en son absence. Il n'était pas là, pour un certain nombre de faits, et notamment des faits tenant aux sévices qu'il a commis contre la résistance, les tortures, et notamment, et je dirais même essentiellement, et c'est évidemment important pour nous, Lyonnais, c'est lui qui est à l'origine de l'arrestation, des tortures et de la mort de Jean Moulin. C'est surtout pour cela qu'il s'est, on va dire, illustré. Le problème, c'est qu'il n'a pas été jugé pour toute une série d'autres faits, et notamment pour les faits qu'il a commis contre les Juifs, parce que c'était pour lui, comme un très grand nombre de nazis, une véritable obsession. Une véritable obsession, l'éradication des Juifs d'Europe. Et il a sévi à Lyon et dans la région sur cette thématique. Et notamment un des faits qui est un des plus célèbres, je veux dire, maintenant, qui est la rafle des enfants d'Isieux, qui a été commis le 6 avril 1944. Alors Isieux, ça se trouve vers Belay, dans l'Ain, dans le Haut-Bugey, la maison des enfants d'Isieux. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont visité, non ? Je vous invite à le faire, parce que c'est un lieu vraiment très, 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 très particulier, où 44 enfants qui étaient privés de leurs parents, puisque les parents étaient arrêtés dans des camps, séparés, à cause des lois anti-juives françaises, et pas seulement allemandes. Eh bien, ces enfants étaient dans ce qu'on appelait une colonie, mais ce n'était pas vraiment une colonie. Barbie est venu les arrêter, entre guillemets. On va en parler dans quelques instants lorsqu'on parlera des chefs d'accusation, mais pourquoi cette obsession sur Barbie ? Parce qu'il se trouve qu'il y a deux mamans d'enfants d'Isieux, une qui avait 3 enfants qui étaient là-bas, une qui avait 2 enfants, qui s'appelait Madame Allenbronner pour l'une, Madame Benguigui pour l'autre, qui, évidemment, enfin, vous pouvez imaginer ce qu'a été leur vie à la Libération. Elles ont elles-mêmes été déportées, elles sont revenues de déportation, elles ont cherché leur enfant et elles ont appris que leur enfant avait été placé à Isieux, arrêté, déporté, brûlé, gazé, brûlé. Et évidemment, quand on a su que c'était Klaus Barbie, leur obsession était d'identifier cet homme, de le faire arrêter et de le faire juger. Et là, elle rencontre un homme et une femme, Serge et Beat Klarsfeld. Serge Klarsfeld, qui lui-même est un enfant de déporté, qui avait été caché pendant la guerre, qui était un enfant juif venant d'Allemagne, qui va rencontrer une jeune femme non juive. Ils sont étudiants ensemble, ils vont se marier et ils vont vouer leur vie, je pense que vous connaissez l'histoire des Klarsfeld, d'abord à démasquer les criminels nazis. Elle, l'Allemande, dont la famille elle-même avait contribué du côté allemand. Et il y a la force d'un symbole qui est absolument extraordinaire dans la construction de l'Europe, dans la vie après la Seconde Guerre mondiale. Il y a leur couple qui dure toujours, ils sont mariés depuis, je sais pas, 60 ans, qui est un exemple absolument prodigieux. Ils vont vouer leur vie à ça, et notamment rencontrant Madame Allenbronner et Madame Benguigui, et c'est Beat Klarsfeld, donc l'épouse, qui se jure qu'un jour, Klaus Barbie serait jugé en France. Et là, elle va mener une campagne, il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits sur le sujet, qui est juste rocambolesque. Ça pourrait faire, je crois même qu'il y a des films qui ont été faits, mais c'est complètement fou. Elle va arriver à savoir où il est, sa nouvelle identité, Klaus Altmann. Elle va se rendre à La Paz, la capitale de Bolivie, mais à une époque où c'est les généraux qui sont en place. Elle se fait arrêter, elle se fait incarcérer, elle y retourne avec les mamans, Madame Allenbronner et Madame Benguigui,
qui s'enchaînent devant le palais de justice ou même le palais de la République, du président de la République, des généraux en Bolivie. Elles sont arrêtées, elles sont emprisonnées. Enfin, c'est le combat d'une vie. On a parlé de Ladislas Lehoyos, qui était un grand journaliste français que vous n'avez pas connu, il est mort il n'y a pas très longtemps, qui lui va réussir à aller en Bolivie et va réussir à interviewer Barbie. Et en fait, cette histoire se termine comment? Eh bien, il va y avoir un coup d'État en Bolivie, mais pour une fois du bon côté, c'est-à-dire que la junte militaire va être déchue, qu'un régime démocratique va accéder au pouvoir et qu'en accord avec le nouveau président de la République française, qui est François Mitterrand, élu en 1981, il y a des accords par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelle Régis Debray. Ça vous dit quelque chose, non? Régis Debray, qui était très proche des révolutionnaires sud-américains, qui étaient très proches de Che Guevara. J'imagine que Che Guevara, ça vous parle. Bon, qui avait beaucoup d'attaches en Amérique du Sud, et notamment avec le nouveau régime démocratique de Bolivie. On va faire déchoir Klaus Barbie de sa nationalité bolivienne pour avoir menti sur son identité quand il a accédé, quand il a demandé la nationalité, il s'est présenté sous le nom de Klaus Altmann. On l'a déchu de sa nationalité et il a été expulsé vers la France. Et là, nous sommes le 6 février 1983, très précisément, où là tombe sur les téléx, il n'y avait pas Internet en 1983, tombe sur les téléx et sur toutes les chaînes de télévision. Le boucher de Lyon est arrêté et revient à Lyon. Et là, c'est la stupéfaction générale parce que personne ou peu de gens connaissaient Klaus Barbie. On découvre en fait Klaus Barbie, ce qu'il a fait, et il y avait des plaintes qui avaient été déposées contre lui, je vais vous en parler dans quelques instants, et donc il revient à Lyon, et à titre symbolique, qui est extrêmement important, le garde des Sceaux d'alors, qui est Robert Badinter, j'imagine quand même que ça vous parle quand même, oui. Donc Robert Badinter, qui est à l'époque tout jeune ministre de la Justice de François Mitterrand, et qui va être quelques mois plus tard, va faire voter l'abrogation de la peine de mort, va demander, à titre symbolique, que Klaus Barbie soit incarcéré au Fort Montluc, qui n'est pas loin d'ici, juste derrière, qui était une prison militaire, et c'est là que les prisonniers de Klaus Barbie étaient incarcérés. Il y avait au milieu, je ne sais pas, vous êtes allé voir le mémorial qui est maintenant, il y a ce qu'on appelle la baraque aux Juifs au milieu, c'est là que les Juifs étaient parqués, et ils demandent que symboliquement, que l'avion qui ramène Klaus Barbie en France se pose à Lyon, à Bron, et qu'il soit conduit au Fort Montluc, qui était toujours une prison des femmes d'ailleurs et des objecteurs de conscience à cette époque-là, puisque à cette époque-là, il y avait les objecteurs de conscience, il y avait ce qu'on appelait la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, il y avait des objecteurs de conscience, des jeunes qui refusaient de faire l'armée et qui étaient incarcérés pour ça. Lorsque j'ai prêté serment, moi, je défendais ces objecteurs de conscience qui étaient incarcérés au Fort Montluc, juste à côté, à la prison Montluc, devant le tribunal permanent des forces armées. C'était un tribunal militaire qui a également été abrogé, d'ailleurs, par une loi présentée par Robert Badinter. Et voilà notre Klaus Barbie qui revient à Lyon et qui est incarcéré au Fort Montluc. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment un choc dans la société à ce moment-là. Moi, il se trouve que le 6 février 1983, j'en ai un souvenir très très précis, puisque c'est ce jour-là qu'on m'a demandé de me constituer partie civile contre Klaus Barbie au nom de la communauté israélite de Lyon, de façon symbolique, parce que ma famille avait été visée, avait connu toute cette période, et en fait, il y avait un symbole voulu du fait que le jeune avocat que j'étais alors, né après la guerre, évidemment, se retrouve partie civile contre cet homme qui avait été responsable de tous ces méfaits. On reproche, il y avait 3 faits. Alors, il y a un principe de droit qui est évidemment tout à fait essentiel, c'est qu'on ne juge pas, même le pire des criminels, on ne le juge pas pour des faits pour lesquels il a déjà été jugé. On ne juge pas un homme 2 fois, même quand c'est par contumace. Même quand c'est par contumace. Hein, ça, c'est un principe qui est immuable. Donc on ne pouvait plus le juger sur tous les faits relatifs à Jean Moulin, au crime qu'il avait commis contre la résistance, ce n'était pas possible. Et en fait, on a ressorti 3 séries de faits
qui n'avaient pas été jugés et qui pouvaient tomber sous le coup de la loi de la définition du crime contre l'humanité, car il fallait bien sûr, puisque nous étions en 1983 quand il revient, la guerre s'est terminée en 1944, donc évidemment il fallait que ce soit des faits qui ne soient pas prescrits ou qui soient imprescriptibles. Et il ne restait évidemment que les crimes contre l'humanité. Et on va retirer 3 séries de faits. Le premier fait, c'est la rafle de l'UGIF. C'est une rafle qui a été commise à Lyon contre l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, qui a été perpétrée le 9 février 1943, rue Sainte-Catherine, que vous devez connaître parce qu'on y voit des bons coups maintenant, qui se trouve juste derrière la place des terreaux. C'est la petite rue où il y a plein de pubs. Il y a là, c'était le siège de l'UGIF, où 86 personnes ont été arrêtées le 9 février 1943. J'ouvre et je ferme une parenthèse. Il se trouve que parmi les 86 victimes de la rafle de la rue Sainte-Catherine, il y a un homme dont je vous ai déjà cité le nom, mais ce n'était pas lui, c'était son père. C'est le père de Robert Badinter. Le père de Robert Badinter est l'une des personnes qui a été raflée rue Sainte-Catherine le 9 février 1943. Lui-même a échappé à cette rafle par miracle. Normalement, il aurait dû être raflé aussi et il n'aurait jamais dû devenir le garde des Sceaux que l'on sait. Et peut-être que la peine de mort existerait toujours dans notre pays s'il avait succombé à la rafle avec son père, dont il est purement et simplement un miraculé. Dans la parenthèse, j'ouvre une deuxième parenthèse. Il se trouve que nous sommes aujourd'hui le 9 février. Nous sommes le 7 ? Bon, alors on est presque le 9. Mais surtout, il va y avoir ce dimanche, à 11h, la commémoration de cette rafle qui est commémorée tous les ans, rue Sainte-Catherine. Il y a une cérémonie. Cette année est particulièrement importante puisque c'est le 80e anniversaire, puisque 2023. Donc, je vous dis ça, je ne vous dis rien, mais moi, je trouve que c'est bien que des jeunes étudiants qui n'ont pas de raison particulière, ni personnelle, ni historique, ni familiale, si ce n'est des raisons citoyennes, de vouloir être présents, tout simplement. Je vous invite à venir rue Sainte-Catherine le dimanche à 11h, comme ça, entendre les discours, voir un petit peu, vous documenter sur l'histoire. C'est une histoire folle, dont je vous parlerai, je suis toujours dans les temps, là, c'est bon, et qui est un des chefs d'inculpation, puisqu'on parlait à l'époque d'inculpation et pas de mise en examen, avec une petite cerise sur le gâteau. Si vous venez dimanche, il y aura Serge et Beat Klarsfeld qui seront présents à cette commémoration et qui vont prendre la parole. Je trouve que c'est toujours important d'entendre des gens comme eux. Serge, qui était l'un des avocats, d'ailleurs, avec moi, mais qui est beaucoup plus âgé que moi, qui était présent au procès Barbie. Donc ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait pour lequel il était poursuivi, c'est la rafle des 44 enfants d'Isieux. Et le troisième fait, c'est la déportation de ce qu'on a appelé le dernier convoi. Le dernier convoi, c'est nous sommes le 20 août 1944, et le 20 août 1944, Klaus Barbie va faire vider le Fort Montluc de tous ses prisonniers, juifs et résistants, et va les envoyer en déportation. C'est très important de parler de ce dernier convoi. Pourquoi ? 20 août 1944, ça ne vous dit rien ? Quelle est la date de la libération de Lyon ? Vous la connaissez ? Non ? Personne ne se jette à l'eau ? Même pas les historiens ? La date de la libération de Lyon, vous pouvez la noter parce que c'est quand même une date importante, je crois, c'est le 3 septembre 1944. D'accord ? Nous sommes le 20 août. Je veux dire que quand vous rapprochez ces deux dates, vous comprenez comment fonctionne un cerveau nazi. C'est-à-dire que les Allemands savent qu'ils ont perdu la guerre. La guerre est foutue. Il y a eu le débarquement, l'armée allemande est complètement renversée, les camps ont été libérés, on sait que la guerre est finie. Eh bien, la dernière chose que va faire Klaus Barbie, c'est d'envoyer en déportation des trains entiers vidant le Fort Montluc
de tous ces prisonniers, résistants et juifs, pour les envoyer en déportation. Ça, c'est les 3 faits. Et là, j'en viens à votre question. J'ai mis longtemps à venir à votre question, j'en suis désolé, mais il fallait tout ça pour arriver à cette question. Cette définition du crime contre l'humanité. Et cette définition du crime contre l'humanité, elle est incroyablement illustrée par ce dernier convoi. Pourquoi ? Parce que dans ce dernier convoi, il y a des résistants et des juifs. Est-ce que Klaus Barbie, en les envoyant à la mort, se rend coupable de crimes contre l'humanité à l'égard des uns et à l'égard des autres? À l'égard des juifs, il n'y a pas de discussion. Pour l'essentiel, ce sont des vieillards, des enfants, des civils, entre guillemets, bien sûr, des gens, comme le dit André Frossard, qui sont seulement coupables d'être nés, être né, qui est souvent la raison des génocides, être né juif en 1939-1945, être né Tutsi au moment du génocide au Rwanda, être né arménien au moment du génocide arménien, etc., etc. Donc, le crime contre l'humanité, là, c'est comme le dit André Frossard, l'acte d'accusation est dans l'acte de naissance. T'es né ainsi, t'es mort. Et t'es pas seulement mort. On te traite plus bas que terre, tu n'es plus un humain, t'es un Untermensch, pour les germanisants, t'es en dessous de l'être humain. Donc pour la déportation dans ce dernier convoi des déportés juifs, pas de discussion, mais les résistants. Les résistants, évidemment, sont dans une situation différente. Eux, leur crime au regard des nazis, c'est pas d'être nés, c'est d'avoir agi. Ils ont pris la décision ils pourraient être très pépères chez eux, avec leurs femmes, avec leurs maris, avec leurs enfants, mener une vie très difficile sous l'occupation, mais eux, ils ont fait le choix de prendre les armes pour libérer la France, pour sauver la France, pour sauver l'État de droit, pour lutter contre le régime nazi. C'est un choix. Ce sont des soldats, en quelque sorte. Et la question se pose juridiquement de savoir si le fait de les avoir envoyés en déportation, c'est un crime contre l'humanité imprescriptible ou un crime de guerre qui, dans ce cas-là, serait prescrit. Et on a un très grand débat juridique à Lyon à ce moment-là, devant la chambre d'accusation devenue la chambre de l'instruction, qui est le degré supérieur du juge d'instruction devant la cour d'appel, et sur réquisition conforme du parquet général, du procureur général Truche, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon juge que les crimes commis contre les résistants constituent un crime de guerre et non un crime contre l'humanité, et seraient donc prescrits. Et que par conséquent, la déportation, l'arrestation et la déportation des résistants dans ce dernier convoi ne seraient pas jugés parce que les crimes commis à leur encontre seraient prescrits. Alors évidemment, il y a un tollé. Il n'y avait pas les chaînes de télé en continu, fort heureusement, à cette époque, mais il y en avait d'autres. Et évidemment, il y a un tollé général en disant « Mais comment c'est possible ? C'est le même convoi, ils partent du même endroit, ils vont au même endroit, leur sort est le même et on ferait une différence. » Et donc il y a vraiment un grand débat national qui est suscité, qui se crée à ce moment-là. L'affaire fait évidemment l'objet d'un pourvoi en cassation. Et là, il y a un arrêt de cassation mémorable, historique, vraiment. Lisez le mémoire de l'avocat général devant la Cour de cassation. On est sur du très haut niveau, vraiment, de réflexion, d'intelligence juridique, philosophique, humaine, sociologique. Et en fait, la Cour de cassation va casser l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en disant non, on ne peut pas faire une distinction et les crimes qui ont été commis contre les résistants constituent également un crime contre l'humanité. Et Klaus Barbie va effectivement être renvoyé devant la Cour d'assises du Rhône pour l'ensemble des faits dont je vous ai parlé. Fin du premier acte. Là, il y a une instruction qui va se dérouler, évidemment, qui va aller relativement vite, puisqu'il arrive à Lyon en 1983, et le procès va s'ouvrir le 3 mai 1987 devant la Cour d'assises du Rhône. Dans un cadre, vous êtes tous allés quand même, j'espère au moins une fois,
au palais de justice historique de Lyon, quand même. Quai Romain Rolland, oui. Dites-moi oui, au moins non. Non, même pas. Là, vous me décevez beaucoup. Franchement, je veux dire, c'est un lieu où chaque citoyen doit aller. D'abord, il est chargé d'histoire, pas seulement à cause du procès Barbie, mais c'est un bâtiment majestueux. Vous passez devant régulièrement, j'imagine, pour aller en boîte ou boire des coups. Franchement, arrêtez-vous, quoi. Et visitez ce lieu qui est un lieu mémorable, qui était le seul palais de justice de Lyon jusqu'à une date relativement récente, en tout cas à mes yeux. Maintenant, vous savez qu'il n'y a plus que la cour d'appel et notamment la cour d'assises. Ce procès va se dérouler d'une façon très particulière, puisque comme on attend des journalistes du monde entier et un public extrêmement nombreux, le procès va se dérouler non pas dans la salle de la cour d'assises qui est assez exiguë, mais dans la salle des pas perdus qui va être aménagée en cour d'assises. Alors, pour ceux qui connaissent ce lieu, la salle des pas perdus, c'est monumental. C'est monumental. Et on va aménager. Peut-être avez-vous vu les images. Il y a pas mal d'images qui ont été publiées. On peut voir l'intégralité du procès Barbie qui a été filmé. C'est le premier procès filmé en France. Et donc, le procès va s'ouvrir le 3 mai 1987. Et il va durer jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 3 juillet de la même année. Procès vraiment historique et en fait, il y a vraiment un avant et un après. Et comme je ne veux pas être trop long, je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a simplement 2 points particuliers que je veux évoquer avec vous concernant ce procès auquel j'ai participé et assisté dans son intégralité. La première chose, c'est sur la défense de Klaus Barbie. Klaus Barbie est un nazi, il est défendu par un avocat qui s'appelle Jacques Vergès. Alors quand vous dites qu'il était défendu par 3 avocats, ce n'est pas tout à fait exact. Il est défendu par un avocat, Jacques Vergès, qui est un homme au parcours un peu particulier, on va dire, mais bon, il est décédé depuis. L'avocat qui a inventé la défense de rupture. La défense de rupture, c'est ce qui s'oppose à la défense de connivence, selon lui. La défense de connivence, c'est celle qui consiste pour un avocat à demander la clémence de ses juges, à essayer d'aller dans le sens de la loi, d'arrondir les angles, de s'excuser quand il y a matière à s'excuser, de faire le dos rond pour essayer de faire en sorte que la peine prononcée, je ne parle pas de l'acquittement, hein, mais quand les faits sont avérés, de faire en sorte que la peine soit la moins forte possible. La défense de rupture, elle consiste à dire au juge « je t'emmerde ». Pardon, mais c'est à peu près ça. C'est de dire « je ne te reconnais pas à toi, juge, la légitimité de me juger. Qui es-tu pour me juger ? Qui es-tu pour me juger ?» Et effectivement, Jacques Vergès avait instauré cette défense de rupture pendant la guerre d'Algérie, où il défendait des hommes et des femmes du FLN, donc du mouvement de libération algérien. Il avait notamment défendu une femme qui était emblématique du mouvement de libération de l'Algérie, une femme superbe qui va devenir son épouse et à qui il va sauver la vie. Donc, dans le romanesque, on ne trouve pas mieux, hein, il va plaider pour elle. Elle devait être condamnée à mort. Il la sauve de la guillotine et il l'épouse. Ça, c'est Jacques Vergès. Ça ne va pas durer bien longtemps. Ça, c'est Jacques Vergès aussi. Mais voilà, c'est un personnage haut en couleur. Et en fait, la thématique de sa défense, Barbie, il n'en a rien à faire. C'est le cadet de ses soucis. Il n'est pas nazi lui-même, Vergès. Il a même été jeune dans la résistance. Mais c'est un révolutionnaire né, très proche des mouvements très révolutionnaires d'Amérique du Sud et du Proche-Orient. Mais l'homme, vous avez sûrement entendu parler de lui, c'est lui qui avait posé, il était avocat, qui avait posé dans Paris Match, dans sa baignoire avec un cigare. Voilà, c'était le gentleman Vergès, qui était payé pour ce procès par un financier suisse qui s'appelle Genoux, qui est un néo-nazi. Il était donc payé par les nazis pour défendre Barbie, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre, évidemment, à l'époque. Donc ça, c'est le personnage de Jacques Vergès, qui, au moment des plaidoiries, avait fait venir 2 avocats, un avocat qui venait d'Afrique francophone, l'autre qui venait d'Algérie,
pour plaider contre la colonisation, parce que le thème de la défense de Klaus Barbie, c'était « Je vous dénie le droit de juger mon client, vous qui avez commis les crimes qui ont été commis au nom de la France au moment de la colonisation. » C'était le thème de la plaidoirie. C'est donc la défense de rupture. C'est-à-dire, qui êtes-vous pour juger cet homme, disant d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de Klaus Barbie mais de Klaus Altmann, bon, alors que vous avez commis des crimes en Algérie, en Afrique de l'Ouest, etc., au moment de la colonisation. Donc ça, c'est la défense de Klaus Barbie. Et d'ailleurs, il va y avoir un incident extrêmement fort au 4e ou 5e jour du procès, puisque Klaus Barbie va déserter son procès. Et ça, c'est la technique Vergès. Reste chez toi, reste dans ta cellule, et moi, je m'occupe de tout. Ce qui, évidemment, pour les parties civiles et les témoins qui venaient pour revoir Klaus Barbie, vous imaginez ces hommes et ces femmes qui attendaient cette confrontation, qui en étaient privés par le fait que Klaus Barbie déserte son procès comme il avait le droit de le faire. Et là, il y a un grand débat. Certains avocats demandent au président de le contraindre à rester. On peut contraindre quelqu'un, pas par la force, mais le contraindre à rester. Ce n'est pas la décision de la Cour. Et le procureur général Truche va admirablement, et ça reste des moments historiques, s'adressant à Barbie, que l'État de droit, que la France et son État de droit lui accordent les droits que lui a refusés à ses propres victimes. Klaus Barbie ne demandait pas à ses victimes s'ils voulaient rester présents ou pas. Il ne leur daignait pas, ils n'avaient pas le droit d'être absents. Ça, chose qui est certaine. Donc en fait, on a aussi montré ce qu'était la puissance et la force d'un État de droit. Tu veux être absent de ton procès, ben sois absent de ton procès. Nous, on te juge quand même. Et en certaines occurrences, Klaus Barbie a été contraint de revenir. Pourquoi ? Pour être confronté aux témoins visuels, notamment les témoins et les parties civiles qu'il avait torturés lui-même. Car la question, ces témoins venaient dire, 40 ans après, c'est lui. Et la question se posait de savoir comment est-ce qu'on reconnaît un homme 40 ans après. Alors moi, je peux vous dire, moi, je n'ai pas connu Klaus Barbie lorsqu'il sévissait à Lyon, puisque je n'étais pas né, mais je peux vous dire que quand j'ai croisé le regard de Klaus Barbie, j'ai compris pourquoi et comment on pouvait le reconnaître. C'est vraiment un regard à nul autre pareil, vraiment. Et on sait que dans le corps et le visage d'un être humain, en vieillissant, tout change. Le corps se flétrit, la physionomie, enfin bon, pas besoin de vous le dire, change. Pas les yeux, pas le regard. Pas le regard. Et vraiment, lui avait un regard qui était vraiment particulier. Donc il y a eu ces confrontations. Donc ça, c'est sur cette défense que je voulais faire ces premières remarques, s'agissant du procès, puis je vais vous en faire une seconde. Vous en faire une seconde, s'agissant des témoignages qui ont été prononcés au cours de ce procès. D'abord, l'absence de Klaus Barbie a donné une force dramaturgique à ce procès d'un tout autre ordre. Parce qu'il n'y avait pas de confrontation avec l'accusé. Et les gens qui venaient témoigner de ce qu'ils avaient vécu, qui étaient des choses qui étaient vraiment de l'ordre de l'inimaginable. De l'inimaginable. La sincérité, la spontanéité n'étaient absolument pas la même. Et j'ai beaucoup parlé, et j'ai écrit un livre dont je ne dois pas parler ici, sur le témoignage des femmes au cours de ce procès. Et j'ai été particulièrement marqué par le témoignage des femmes. Pourquoi ? D'abord parce que ces femmes qui sont venues témoigner étaient des femmes que je considérais à l'époque, moi j'avais une trentaine d'années au moment du procès, qui étaient des femmes âgées. Âgées, ça signifie qu'elles avaient peu ou prou l'âge que j'ai aujourd'hui, mais qui pour moi, à mes yeux, et forcément, étaient des femmes âgées qui avaient mis leurs plus beaux atours pour venir témoigner. C'était le moment de leur vie qu'elles attendaient depuis des décennies. Elles avaient mis leurs plus jolies robes, leurs petits colliers de perles, et en fait, elles s'adressaient à la cour très souvent pour
parler de choses dont elles n'avaient jamais parlé. Très souvent, dans la salle, il y avait leurs enfants, leurs petits-enfants, parfois leurs arrière-petits-enfants. Il y avait un nombre de personnes mais considérable. La salle est monumentale. Il y avait énormément d'étudiants comme vous qui venaient pour assister à ce procès, qui devenaient contemporains de cette période. Et ces femmes, moi j'avais une chance par rapport à ceux qui étaient dans la salle, moi j'étais devant, je voyais leur visage. Et nombre de ces femmes témoignaient les yeux fermés. Peu pleuraient d'ailleurs, certaines pleuraient, mais relativement peu, toutes, bien que certaines étaient très fragiles, notamment en raison des sévices. Il y avait une femme qui était en fauteuil roulant, qui a été sortie tétraplégique des sévices de Barbie. Une autre qui était aveugle des coups qu'elle avait reçus de Barbie. Toutes ont voulu témoigner debout, toutes. Souvent les yeux fermés. Et pourquoi ces témoignages étaient particulièrement frappants? Parce qu'elles ont donné corps, véritablement, à la définition du crime contre l'humanité. Bien au-delà de ce que l'on peut écrire, de ce que les philosophes peuvent écrire, de ce que les historiens peuvent écrire, même de ce que Frossard, qu'il a vécu lui-même dans la baraque aux Juifs, a pu écrire. Son témoignage est absolument d'une puissance extraordinaire. Mais le témoignage des femmes est vraiment différent. Et personnellement, moi, je le vis actuellement avec les événements que nous vivons tous, de loin, fort heureusement, en Ukraine. Le rôle des femmes dans la défense civile et militaire en Ukraine. Le rôle des femmes dans le mouvement iranien actuellement. Et moi, je l'ai vécu au procès Barbie. Pourquoi? Parce que ces femmes, contrairement aux hommes, lorsqu'ils viennent témoigner, je ne fais pas de hiérarchie, je ne fais pas de... Bon, je vous rassure, je ne suis pas membre d'une association féministe, en aucune façon. Ce n'est pas du tout mon combat, mais il y a des choses qui s'imposent, quoi, par leur vérité. C'est ainsi, c'est comme ça. Aucune ne parlait d'elle, contrairement aux hommes. Jamais de fait d'armes. Il y avait des résistantes, des immenses résistantes. Il y avait Madame Geneviève Anthonioz de Gaulle, la nièce du général de Gaulle, qui est venue témoigner. Des femmes, des chefs de la résistance et des chefs très élevés de la résistance. Aucune ne parlait d'elle. Toutes parlaient des autres. Beaucoup de femmes qui ont été déportées, qui ont vécu la déportation. Elles parlaient de leurs camarades, comme si elles n'avaient pas vécu ça. Et surtout, je veux dire que, et là je vais reparler de notre civilisation judéo-chrétienne, tout ce qui touche à l'humanité, tout ce qui touche à l'hygiène, la pudeur, lorsque ça touche les femmes, dans notre civilisation, dans notre culture, c'est autre chose. Et ces femmes, qui étaient des femmes d'un âge déjà respectable, sont venues tout dire. Mais quand je vous dis tout dire, c'est tout dire, vraiment. Les choses les plus intimes de leur propre hygiène, des sévices qu'elles ont vécus, mais dans leur plus profonde intimité physique et morale. Les détails qu'elles donnaient faisaient comme des touches, comme un puzzle qu'on construisait pour donner la définition imagée du crime contre l'humanité. C'était vraiment un moment tout à fait particulier et tous les observateurs vous diront qu'il y a véritablement un avant et un après. Elles sont venues et c'était l'époque où les négationnistes apparaissaient à Lyon, c'est l'époque où le sinistre Forisson enseignait pas très loin à Lyon 2, les théories négationnistes, tout ça n'a jamais existé, les chambres à gaz n'ont jamais existé. Ces femmes sont venues dire la sélection à Auschwitz. Elles racontaient, elles ont vu. Ce n'est pas des gens qui ont vu un film, qui ont lu un livre ou à qui on a raconté quelque chose. Ce sont des témoins visuels. Et ce n'est pas un témoin, ce n'est pas deux témoins, ce n'est pas trois témoins. C'est des semaines entières de témoins, de femmes qui sont venues dire comment on séparait les enfants de leur mère, qui ont vu les files de vieillards, hommes, femmes, nus, attendant, et d'enfants attendant devant les chambres à gaz, qui sont venus raconter comment se faisait le gazage, qui sont venus raconter comment elles voyaient après les fumées sortir des crématoires. L'une qui est venue dire que depuis la guerre, elle ne peut plus sentir un poulet rôti, parce que pour elle, c'est l'odeur d'un enfant qui brûle. Donc tout ça sont des détails
qui n'avaient jamais été dit, et qui ont pris corps au cours de ce procès, comme étant vraiment, et cela s'est reproduit malheureusement dans l'histoire par la suite, ce type de crime absolument et industrialisé. Donc vraiment, de ce point de vue-là, le procès Barbie, c'est quelque chose qui était absolument... les gens qui n'étaient pas directement concernés. D'abord, à Lyon était concerné parce que, je dirais, tous les Lyonnais voulaient y être, quoi. Des jeunes, des moins jeunes, des classes entières, les collèges y allaient, les lycées y allaient. C'était vraiment un moment historique, y compris par la ville. Et les gens qui venaient de l'extérieur, tout le monde ne pouvait pas rentrer. C'était vraiment un moment extrêmement, extrêmement fort qui a fait dire d'ailleurs que personne n'est sorti de ce procès comme il y est rentré. Il y a un avant et il y a un après. Donc, c'est sur Alors, reste la question, est-ce que c'est la vocation de la justice de dire l'histoire? Certainement pas. Je vais commencer par là et je terminerai par là. Moi, vous savez, on a beaucoup parlé de révisionnisme. Moi, je ne crois pas que la révision de l'histoire soit quelque chose de négatif. La révision, elle est consubstantielle à l'histoire. L'histoire n'est jamais figée. On n'étudie pas la Révolution française aujourd'hui comme on l'étudiait au XIXe siècle. C'est normal. Et il est normal que la Seconde Guerre mondiale, sur lesquelles on a le droit évidemment d'émettre toutes les théories à partir du moment où elles sont scientifiques, où c'est le fait de spécialistes, d'historiens qui ont la technique, la dialectique, et qui surtout ne le font pas à des fins idéologiques et politiques, mais simplement scientifiques. Donc, la révision de l'histoire est tout à fait normale. Ce qui n'est pas, c'est la négation de l'histoire. C'est venir dire les chambres à gaz n'ont pas existé. Le génocide des Tutsis n'a jamais existé. Le génocide des Arméniens n'a jamais existé. Ça, c'est de l'ordre de l'insupportable. Là, on n'est pas dans l'histoire, on est dans l'idéologie, on est dans la politique, on est dans l'exploitation politicienne de faits historiques à des fins idéologiques. Donc, le procès Barbie, de ce point de vue-là, est vraiment un élément extrêmement important qui a, je crois, marqué non seulement cette époque. Et il est important, je dirais, pour vous, je terminerai par là, parce que je voudrais qu'on ait un peu de temps pour échanger. Je crois pas, moi, je crois pas qu'il faille voir ça comme uniquement un élément historique. Je pense que c'est une erreur. Je pense que l'histoire, elle sert vraiment... alors, on a écrit des belles choses là-dessus. Hein, il n'y a rien de pire que le silence. Je dirais que même les complices de ça, le fait de ne pas le voir, de ne pas le comprendre, de ne pas l'intégrer dans sa vision du monde, ben ça donne ce qu'on est en train de vivre, quoi. C'est-à-dire qu'on ne retient aucune leçon de l'histoire. Aucune. C'est en cela que l'histoire est importante. C'est en cela que je considère que vous, jeune génération, vous êtes concernés par ce qui s'est passé dans cette ville et ailleurs au cours de cette période. Alors vous avez, aujourd'hui, il n'y a plus de témoins. L'intérêt, l'avantage qu'avaient vos condisciples de votre âge à ce moment-là, ils ont pu assister à ce procès. Aujourd'hui, ils sont tous morts. Alors qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste les témoignages, il vous reste les lieux de mémoire qui sont morts d'une certaine façon. Mais c'est à vous de les faire vivre. Quand je vous dis venez dimanche rue Sainte-Catherine, ça procède de ça. Vous n'avez aucune raison de le faire. Et en même temps, vous avez toutes les raisons de le faire. C'est 1 heure de votre fin de matinée de dimanche. Voilà. C'est un acte, ça éveillera vos consciences. De même, je vous demandais, ceux d'entre vous qui étaient allés à Isieux, vraiment, allez-y, voir, écoutez, ouvrez-vous vers le monde sur ce qui, sur les enseignements qu'on peut en tirer. Je ne sais pas, je retente ma chance. Il y en a qui sont allés au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation ici. Bon, alors il se trouve que j'en suis, peut-être le savez-vous ou pas, j'en suis le père fondateur, puisque c'est moi qui ai créé ce centre lorsque j'étais adjoint au maire de Lyon. Après le procès Barbie, j'ai été adjoint du maire de Lyon de Michel Noir, et c'est moi qui ai créé ce centre après le procès. Enfin, créé ce centre, oui, c'est moi qui ai dirigé la création de ce centre qui a été inauguré en 1992. Voilà, je pense que c'est
dans votre rôle futur et actuel, d'ailleurs, citoyen, je pense que tout ça a un sens. Et moi, c'est pour ça que je viens à votre rencontre aujourd'hui. Pas pour raconter une histoire, je m'en fous de vous raconter des histoires. Mais c'est simplement pour essayer de vous faire partager quelque chose en vous disant que ce quelque chose vous concerne. Je pense qu'on peut passer aux questions du public, peut-être. J'ai été trop long. Non, c'était très bien, je pense. Je pouvais continuer jusqu'à minuit, hein, vous savez. Et je tiens aussi à préciser qu'on organise justement une délégation qui va venir visiter le centre vendredi à 10h15. Donc si vous voulez vous inscrire pour venir avec nous, n'hésitez pas. Alors dans l'amphithéâtre, vous allez assister dans l'amphithéâtre du CHRD. Il y a des images du procès, avec des témoins du procès, et notamment ces femmes. Vous verrez, c'est une sélection qu'on avait faite au moment de l'inauguration. C'est toujours les mêmes images. Il y en a qui l'ont vu déjà, la vidéo les images du procès dans la salle. Voilà, c'est un moment. Alors, il faut vraiment le voir au deuxième degré. Il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui est sous-entendu dans ces témoignages. Je pense que c'est important de les voir. Tout le procès, d'ailleurs, et vous pouvez le voir sur des CD-ROM, hein, c'est Arte, je crois, qui avait sorti. Il y a un coffret et vous avez l'intégralité du procès. Il y a des moments, bon, je ne peux pas vous parler de tout, mais vraiment, c'est un truc à faire et à voir. Ce que je vous demanderais, si vous le voulez bien, c'est, quand vous prenez la parole, de vous présenter en 2 mots, de me dire d'abord qui vous êtes, parce que c'est sympa de le savoir, même si je m'en souviendrai plus après, et puis ce que vous faites dans vos études. Bonjour, je m'appelle Alice Cachot et je suis en 2e année de droit à Lyon 3. J'avais une petite question, donc j'ai essayé d'être assez concise et de ne pas me perdre dans mes pensées. Tout à l'heure, vous parliez de devoir de mémoire et vous expliquiez que vous n'aimiez pas ce terme, et je comprends tout à fait. Et ma question était, est-ce que parler de devoir, ça ne traduirait pas d'une certaine peur de revivre les événements passés, d'autant plus qu'aujourd'hui, en tout cas c'est mon impression, j'ai l'impression que les personnes ont moins peur de se cacher de leurs idéologies et de leurs pensées parfois très extrêmes. Et notamment, il y avait un reportage, une émission de France Culture qui expliquait qu'aujourd'hui, il y a un retour du néonazisme dans des pays comme la Grèce, l'Italie, et que beaucoup de personnes n'avaient plus peur, ou enfin, n'avaient plus honte de se cacher de ces idéologies-là. Donc, est-ce que en fait, ça serait pas une peur tout simplement de perdre cette vision de défendre l'humanité et donc parler donc de devoir? Je ne sais pas si ma question est claire, désolée. Enfin, écoutez, moi, je pense que ce que vous évoquez, bon, ça ne se réduit pas à de la sémantique et à un mot. Je veux dire qu'effectivement, il y a toujours eu une persistance de mouvements néo-nazis, mais c'est vrai que pendant longtemps, on va dire, une relativement longue période, bon, disons que c'était, on ne le revendiquait pas, on ne se vantait pas d'être nazi, ou alors dans des cercles très restreints. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, mais ça va avec l'évolution de la société, quoi. Je veux dire que ça va avec tout, ça va avec les réseaux sociaux, ça va avec le fait d'être totalement désinhibé sur. Vous savez, les gens qui se revendiquent nazis, vous verrez rarement un type, parce que c'est souvent le propre, là encore, des mâles, bien qu'il y a quelques filles également, mais beaucoup moins nombreuses. Vous verrez rarement un type se revendiquer nazi quand il est seul. Hein. Rarement. Parce que le courage n'est pas toujours leur qualité première. Pas toujours. En groupe, oui. Et d'ailleurs, les nazis n'agissaient qu'en groupe. Ce sont des groupes. Hein. Donc là, ils sont beaucoup plus courageux quand ils sont en groupe, et surtout quand ils sont plus nombreux que ceux qui sont en face. Voilà. Voilà. Mais oui, aujourd'hui, y compris dans notre ville, on a... et parfois, je ne sais pas si ça existe toujours dans cette université, mais moi, lorsque j'étais à Lyon 3, il y avait quelques mouvements
bien extrémistes qui n'étaient pas très loin de ces mouvements, on va dire, pas très loin. Et aujourd'hui, il y a effectivement, pourquoi je viens devant vous? Pourquoi? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de néo-nazis dans cette assemblée, mais pour justement ne pas être seulement indifférent lorsque ces gens se manifestent. Ça ne suffit pas, l'indifférence. Ça ne suffit pas. Il faut s'opposer à ces gens, clairement. Clairement, il faut s'y opposer. Fût-ce physiquement. Moi, je ne suis pas du tout contre cela. Voilà, je veux dire que c'est trop grave. C'est trop grave. Et c'est vrai que c'est un phénomène aujourd'hui. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux, vous voyez ce que vous y trouvez, quoi. Voilà. Alors, oui, mais c'est pas en imposant un devoir de mémoire qu'on va régler le problème. Parce que je peux vous dire que le devoir de mémoire, ces gens-là, pas vraiment leur problème. Voilà. Ils restent dans les négations, ils croient ce qu'ils veulent croire. En plus, maintenant, on a toutes les théories complotistes qui viennent compléter la gamme. Je veux dire que c'était beaucoup plus simple, j'allais dire, entre guillemets, de mon temps. Le monde était plus simple. Il était beaucoup plus simple. C'était avant la chute du rideau de fer. Il y avait les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'était simple. Les communistes étaient méchants, et les Russes étaient méchants, et les Américains étaient gentils. Regardez James Bond, regardez tous les films binaires. Le monde était beaucoup plus simple. Voilà. Aujourd'hui, c'est singulièrement plus compliqué, je reconnais. Bonsoir maître, merci beaucoup. Cléa Fallon, du coup en L3 de droit Sciences Po. Ma question, c'est au sujet des témoignages. Il y a eu beaucoup de critiques, comme quoi ce procès a aussi servi de catharsis pour les victimes, et qu'il y a eu un large épanchage des témoignages pour des faits qui n'étaient pas jugeables à ce procès. Et du coup, j'aurais voulu avoir votre avis sur ces critiques. Merci. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, ce à quoi vous faites référence, peut-être parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. D'abord, le principe d'un procès, un témoin à un procès, c'est quelqu'un qui vient témoigner de faits dont il est témoin, soit de façon oculaire, soit parce que c'est un spécialiste, un expert qui va apporter son avis sur la victime, sur l'auteur. Bon, le code de procédure pénale est assez rigide de ce point de vue-là. On vient témoigner de ce dont on a été témoin. Bien. Dans ces procès dits historiques, on a ouvert une brèche qui a également fait l'objet de grands débats juridiques jusqu'à la Cour de cassation, de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle toujours désormais, les témoins d'intérêt général. Un témoin d'intérêt général, rapporté au procès Barbie, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on juge un nazi. On juge un nazi. Et le juré, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un procès d'exception, là. On est dans un procès de droit commun, certes jugeant des faits exceptionnels de crimes contre l'humanité, mais le procès, il se déroule, et ça, on y tenait tous, comme tous les procès d'assises se tiennent. C'est-à-dire avec 3 magistrats professionnels, des jurys populaires, des Lyonnais, des Lyonnaises qui ont été tirés au sort, comme pour le procès du vol à main armée, du viol ou du meurtre de votre voisine. Donc c'est un procès normal. Mais qui jugeait des faits anormaux. C'est-à-dire qui jugeait de fait, la totalité des jurés qui jugeaient de ce procès n'étaient pas nés au moment des faits qui ont été commis. Et on leur demandait de juger un nazi. Et au travers du nazisme, le régime nazi. On parlait du crime contre l'humanité, mais comment est-ce qu'on peut parler du crime contre l'humanité sans comprendre comment Hitler a pris le pouvoir, comment était composée la Gestapo, comment était composé le SIPO SD de Lyon, qui était le lieu dans lequel Klaus Barbie a évolué, etc., etc., etc. Donc il a fallu, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, on ne fait pas des cours dans la cour, on fait venir des témoins autorisés, des sachants, des experts, qui viennent
raconter, exposer, qui viennent contextualiser le crime, qui viennent expliquer comment tout cela a été possible, comment, en dehors de Barbie, au-delà de Barbie. C'est la contextualisation qui est absolument essentielle, sans laquelle on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai de tous les génocides. On ne peut pas apprécier. Moi, je suis allé témoigner au procès d'un génocidaire rwandais. Je n'étais jamais allé au Rwanda. Mais on m'a fait venir pour expliquer les parallèles qui peuvent exister dans les phénomènes génocidaires. Que ce que j'ai connu dans les procès de crimes contre l'humanité, que dans l'histoire, dans la façon de faire, dans la négation de l'histoire, dans la volonté du génocidaire de cacher son crime, etc., 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 ce type de témoins sont absolument essentiels. Et alors, ça va beaucoup plus loin. Moi, notamment, sur la question de la déportation des enfants, qui était un peu mon axe central, j'ai fait venir un témoin dit d'intérêt général, Elie Wiesel, qui était prix Nobel de la paix, qui lui-même a écrit sur ces sujets, et il l'a dit lui-même dans son témoignage. Il a dit, moi, j'étais pas en France. J'ai pas connu Barbie. J'ai pas connu les enfants d'Isieux. Mais j'étais un enfant d'Isieux. Parce que j'ai connu, alors pas le même sort final, mais il a lui-même été déporté avec ses parents, etc. Et il est venu mettre en miroir, en parallèle, ce qu'aurait pu être la vie de ses enfants s'ils n'avaient pas été déportés. Donc ces témoins d'intérêt général, je crois que c'est ça le sens de votre question, hein. C'est vrai que si on reste basique, je dirais, si on reste attaché à une lecture étroite, et d'ailleurs, Jacques Vergès, au début de ses témoignages, s'est levé en disant « mais c'est un scandale, vous faites des témoins, mais ces témoins sont témoins de rien, etc. etc. » Ce débat, il existait. On l'a eu. Il a été tranché. Et c'est vrai que dans ces procès, moi ensuite, j'ai été au procès Touvier, au procès Papon, notamment sur la question de la collaboration. Il nous fallait des historiens pour comprendre. Sans les historiens, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Et même la façon que l'on a de voir aujourd'hui, c'est assez terrible, parce que quand on s'intéresse à cette histoire, on a une vision assez binaire, quoi. À écouter aujourd'hui les Français, si vous faites un sondage, tous les Français sont résistants, quoi. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Pas vraiment. Ils n'étaient pas tous collabos non plus, d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'histoire de notre ville est très singulière de ce point de vue-là. Très particulière. Vous savez que Lyon était une des rares villes à s'honorer du titre qui est effectivement très noble de capitale de la résistance. Histoire de la résistance. Mais si vous regardez l'histoire lyonnaise, comme moi j'ai voulu qu'on la regarde notamment au CLRD, au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, on n'écrit pas l'histoire avec des fantasmes et avec des héros. C'est pas vrai. Je veux dire que si on veut transmettre l'histoire, comme moi j'ai envie de vous transmettre ça, c'est pas en vous racontant des belles histoires et des contes de fées, en vous disant que tous les Français étaient résistants, que tout était superbe, c'est pas vrai du tout. L'histoire, elle est faite de héros, et les héros, il faut les saluer, il faut les honorer, il faut les remercier, mais l'histoire, elle est aussi faite de salauds. Et ces salauds, ils existent bel et bien. Et c'est pas parce qu'on va cacher les salauds ce que nos parents, vos grands-parents, ont voulu faire, parce que le général de Gaulle, c'est ce qu'il voulait faire à la Libération. Lorsque le président Pompidou va gracier Touvier, alors qu'il sait très bien ce qu'a fait Touvier, qui était un chef milicien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut jeter un voile sur cette période au cours de laquelle les Français ne s'aimaient pas. Parce qu'effectivement, il y avait des antagonismes très forts, d'abord entre les résistants et les collabos, et puis l'immense majorité des Français qui étaient les attentistes. Courage, fuyons. Mais est-ce qu'on peut les en blâmer? À cette époque où il n'y avait rien à bouffer, où la France était occupée, où tout le monde avait peur et la seule préoccupation, c'était de pouvoir nourrir les enfants et de savoir de quoi le lendemain serait fait, si on ne serait pas arrêté, si on ne serait pas tué, si ceci et cela. Il ne s'agit pas de juger cette époque. Il ne faut pas juger cette époque. On n'a pas le droit, nous qui sommes nés après et qui n'avons pas vécu cette époque, on n'a pas à la juger. Mais on a à essayer de la comprendre. Et pour ça, il ne faut pas se tromper de référent. Et c'est là qu'il y a les négationnistes qui arrivent, qui disent « Moi, je vais vous raconter l'histoire. Tout ça, c'est une grande supercherie, c'est des grandes conneries, ça n'a jamais existé. » Et c'est bien tout le danger, d'ailleurs, d'Internet.
Aujourd'hui, bon, vous êtes étudiant, aujourd'hui vous êtes responsabilisé d'une certaine façon, vous savez utiliser cet outil, mais souvenez-vous quand vous étiez en 4e ou en 3e, et qu'on vous faisait faire un devoir sur la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que vous faisiez? Mon temps, ça n'existait pas. Vous ouvrez votre ordi, vous tapez Deuxième Guerre mondiale, vous tapez crime contre l'humanité, vous tapez nazisme, etc., et puis vous tombez ce sur quoi vous tombez, quoi, hein. Et puis quand vous tombez sur la littérature des négationnistes, ben vous tombez sur la littérature des négationnistes. Et puis vous croyez la littérature des négationnistes parce que vous avez 12 ans, vous avez 13 ans, vous avez 14 ans, que vous n'avez pas été formé du tout à ça, et vous tombez là-dedans parce que, bon, voilà. Et si vous n'en parlez pas à vos parents, si vous n'en parlez pas à vos grands-parents, si vous ne vous documentez pas ailleurs, voilà. C'est ça les enjeux. C'est ça les enjeux. Donc, je ne suis plus dans la question, mais en tout cas, je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Je m'appelle Amy, je suis en 2e année de droit. Et ma question, c'était, tout à l'heure, vous avez parlé d'un avant-après lors du procès Barbie. Et j'étais curieuse de savoir, pour vous, avocat alors âgé de la trentaine à l'époque du procès Barbie, votre avant-après. Pardon, je n'ai pas entendu Qu'est-ce que... Alors, j'ai compris sur l'avant-après. Et comment c'était avant? C'est ça que vous voulez dire? Non, plus vous, votre ressenti en tant qu'avocat, alors âgé de la trentaine, votre avant-après le procès Barbie, plutôt... Mon procès, mon avant-après? Oui. C'est bon. D'abord, j'avais bien conscience, quand je suis arrivé à ce procès, qu'il se jouait quelque chose d'important. Mais c'est comme toujours dans la vie. Vous ne l'avez peut-être pas encore vécu et je vous souhaite de le... Vous n'avez pas conscience que vous vivez quelque... Lorsque j'étais à ce procès, j'étais loin de m'imaginer que je serais quelques décennies plus tard dans mon université en train de m'adresser à des étudiants en étant pas le dernier mais presque le dernier survivant des avocats du procès parce qu'ils étaient tous beaucoup plus âgés que moi. Tous avaient connu la guerre, il y avait des résistants, il y avait des gens qui avaient été déportés dans les avocats, hein, je parle. Donc on n'a pas conscience de tout ça. On n'a pas conscience, et heureusement qu'on n'a pas conscience de tout ça. Parce qu'on se jette là-dedans. Bien sûr qu'il y a une angoisse le jour où j'ai plaidé. Moi, en plus, j'ai plaidé le dernier jour des parties civiles avec Roland Dumas, qui avait été ministre des Affaires étrangères entre-temps, qui était un avocat adulé, connu du monde entier. Et moi, c'était le contraste qu'on avait voulu, le petit Genot et l'ancien ministre. Bon, mais on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose, mais on n'a pas, et heureusement, conscience de tout cela. Cette conscience, je l'ai acquise bien plus tard, lorsque je vais ensuite faire le procès Touvier, puis le procès Papon, puisque je suis un des seuls avocats à avoir fait les 3 procès de crimes contre l'humanité. On est 3 à avoir fait les 3 procès seulement. Donc c'est après qu'on prend conscience de cela. Mais je veux dire que même à un moment, ça me faisait... Parce que moi, bon, j'étais un jeune avocat, je développais mon cabinet. Enfin, vous développez pas un cabinet en mettant spécialiste crime contre l'humanité, quoi. C'est pas un truc... bon, encore que maintenant, si. Il y a des avocats extraordinaires, notamment à Lyon, qui aujourd'hui plaident devant les instances internationales. Ça n'existait pas à l'époque, hein. Il n'y avait pas de TPI, il n'y avait pas de tribunal international à la suite du procès de la guerre... du génocide rwandais, où il y a un procès, ou des événements qui sont passés en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, etc. Donc aujourd'hui, il y a des avocats qui sont vraiment spécialisés là-dedans, dans ces procès internationaux des génocidaires, etc. Mais vous savez, j'imagine, en tout cas j'espère que beaucoup d'entre vous se destinent à devenir avocats. Je l'espère, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite ardemment. Mais il ne faut pas avoir conscience de ça. Voilà. La vie se déroule comme ça, mais ça, bon, vous avez des parents qui vous racontent ça suffisamment et qui vous gavent avec ça, ou des grands-parents. Voilà, les années passent et puis on empile les expériences. Voilà, et puis à un moment, on se dit à quoi je peux être utile, quoi. À quoi tout ça peut être utile aujourd'hui. J'ai fait le job à l'époque. Aujourd'hui, moi, je considère, mais je ne le fais pas seulement là-dessus. J'interviens très souvent dans les universités, dans l'école du barreau, etc., pour essayer de transmettre un petit peu de cette flamme, quoi, de cette détermination aussi, et de
cette vision du monde qui est peut-être un peu angélique, je reconnais, mais qui fait du bien. On en a besoin, quoi. Je pense qu'on en a besoin. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un avant, un après. C'est un avant-après qui est situé dans une vie entière. Moi, ce que je sais, c'est qu'au moment du procès Barbie, j'avais déjà j'avais 2 enfants, un autre qui est né un peu après, plus tard. Non, il est né en 86, donc il est né l'année d'avant. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. On peut pas. Une vie, elle évolue dans sa globalité. Voilà, donc il y a un avant, un après. J'ai 30 et quelques années de plus. Voilà, c'est la seule chose qui soit certaine. C'est bon? On a fait le tour de la question? Oui? Bonjour et merci pour votre intervention. Je m'appelle Amine Boukari, je suis en 3e année de droit et sciences politiques. Et j'ai une question qui est, assez compliquée. Parce que je voulais avoir votre avis sur la liberté d'expression par rapport à ce qui s'est passé justement durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je voulais savoir de ce que vous pensez justement de ce qui s'est passé par exemple avec Dieudonné par exemple, de ce que vous pensez par rapport à ça, par rapport aux propos qu'il a pu avoir, même si lui, il a eu ses propos dans un cadre humoristique. Et voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Vous avez autre soirée? Si je voulais être provocateur, je vous dirais de quels propos vous parlez. Vous parlez des derniers. J'imagine que vous suivez son actualité, non? Puisqu'il a fait une dernière vidéo en présentant ses excuses, en disant qu'il n'aurait jamais dû tenir les propos qu'il a tenus, etc. Mais bon, je vais pas feindre de ne pas répondre à votre question. D'abord, sans doute, si vous me posez cette question, c'est parce que vous connaissez mes combats, sûrement, que vous savez que j'ai beaucoup plaidé contre Dieudonné, que c'est moi qui lui ai fait les premiers procès et que j'ai mené un combat sans merci contre lui. Et d'abord, je vais vous dire pourquoi. D'abord, je le dis d'autant plus volontiers que Dieudonné m'a fait un procès. Il m'a poursuivi en diffamation. Peut-être que vous le savez, devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, où j'ai été relaxé et où j'ai eu la possibilité... mais ce que je vais vous raconter, ce n'est pas seulement de l'anecdote, c'est surtout sur ma conception de la liberté d'expression. Dieudonné était mon ami. On était amis. Pourquoi? Parce que Dieudonné, à cette époque, était un militant antifasciste. À l'époque où Jean-Marie Le Pen était à la tête du Front National et où Dieudonné le combattait à... c'est pas à Blois, je me souviens plus d'une ville vers la Normandie. C'est là où il habite toujours d'ailleurs. Il était candidat aux législatives. Il était victime de propos, d'insultes et d'actes racistes d'une violence extrême. Et avec un certain nombre d'amis et d'associations auxquelles j'appartenais, on allait le défendre là-bas. Donc, je veux dire, vraiment, on était très proches. Bon. Et puis, subitement, Dieudonné a littéralement pété un câble. Pour des raisons d'ailleurs dont on pourra parler, mais ce n'est pas le moment, c'est pas le lieu. Il est sorti, c'était plus le clown. Coluche, que malheureusement vous n'avez pas connu, mais que vous connaissez quand même, j'espère un petit peu. Coluche, lui, quand il disait ces énormités, et Dieu sait s'il en a proféré des énormités, il avait... sa salopette et son nez rouge. Voilà. Dieudonné, il n'avait plus de salopette et il n'avait plus de nez rouge. Plus du tout. Sa volonté n'était pas de faire rire, sa volonté c'était de faire mal. Il n'était pas animé par la volonté de présenter un spectacle artistique, il était animé par une idéologie mortifère, stupide, qui n'est pas à la hauteur d'ailleurs de ce qu'est l'homme que moi je connais profondément. Et en fait, il a fait une réaction de provocation, réagissant à la provocation par la surprovocation, etc.
Alors, une fois qu'on a fermé cette parenthèse sur le cas personnel de Dieudonné, qui, moi, m'intéresse plus, c'est fini, c'est passé. Pour moi, il est has-been. Bon, puis, moi, c'est pas l'attaque contre l'homme. L'homme, je m'en fous. Le problème, c'est la parole qu'il dispense comme étant un leader d'opinion. Et c'est bien le mal suprême des réseaux sociaux. C'est pas que des gens profèrent des conneries. C'est pas, puisqu'on parlait tout à l'heure des néo-nazis, moi, quand il y a un néo-nazi, je dirais qu'à la limite, à part avoir envie de lui foutre mon poing dans la gueule, ils me font presque pitié, ces mecs. Mais ce qui est extrêmement dangereux, c'est quand ces gens-là ont une certaine autorité morale, lorsqu'ils sont écoutés, souvent adulés, copiés par des jeunes qui n'ont pas la formation, la contre-formation pour avoir l'opposition. Et il a suscité, au même titre d'ailleurs que Le Pen, pour moi, si Le Pen, je parle du père de Jean-Marie Le Pen, si Jean-Marie Le Pen n'a pas de sang sur les mains, c'est sûr, encore que du temps de la guerre d'Algérie, c'est pas si sûr, mais je veux dire en tant que président du Front National, mais il est responsable il a armé des mains, il a armé des têtes surtout. Il a armé des têtes. Et c'est ce qu'a fait Dieudonné. Dieudonné a armé des têtes. Et de la tête à la main, il n'y a pas loin. Vous pouvez faire des désastres avec les mots. Des mots peuvent tuer. Des mots tuent. Vous avez l'exemple très médiatique de ce gamin qui s'est donné la mort. Personne ne l'a frappé. Il est mort. Il est mort des mots. Des mots tuent. Et ça, on n'en a pas suffisamment conscience, que des mots peuvent tuer. Et c'est pour ça que moi, je considère, pour répondre à votre question, que bien sûr, rien n'est plus cher que la liberté d'expression. Mais on vit en société, on vit dans un état de droit. Si vous prenez l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est souvent cité, c'est un article qui est fondamental, puisque c'est celui qui pose le principe de la liberté d'expression. Et la loi nationale et supranationale, en l'espèce européenne, pose le principe d'une totale liberté d'expression. Et on cite très souvent cet article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. On oublie simplement que cet article il est composé de 2 alinéas. On cite souvent le premier et on oublie de citer le second. Vous savez, c'est comme un peu cette phrase de Michel Rocard, lorsqu'il disait, vous avez dû l'entendre, « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». À propos des réfugiés, sujet d'actualité, déjà à l'époque, Michel Rocard, Premier ministre socialiste de François Mitterrand, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On oublie simplement une chose, c'est que cette phrase, elle se continue. La phrase complète, c'est « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part ». À votre avis, cette deuxième partie de la phrase, elle est indifférente? Elle ne sert à rien? Pourquoi est-ce qu'on cite toujours le début et jamais la fin? Eh bien, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle pose le principe immuable de la liberté d'expression, mais elle dit qu'un État de droit a le droit et même l'obligation de se protéger contre les abus de cette liberté d'expression. Je vous donne un exemple qui est, pour moi, qui est saillant. On pose souvent comme exemple de la liberté d'expression les États-Unis d'Amérique, notamment sur ces questions. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, vous avez le droit, les injures, les insultes et les diffamations à caractère racial sont parfaitement autorisées. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'étais vraiment frappé de voir certaines séquences dans certains États du sud des États-Unis, du Ku Klux Klan qui existe toujours. Alors là, c'est un peu comme les néo-nazis. Lorsque vous disiez, les nazis avant ils se cachaient et maintenant on les voit. Le Ku Klux Klan, c'est pareil. Avant, ils avaient ce chapeau ridicule, là, pointu, où on ne voyait pas leur visage, parce que aujourd'hui, les mecs du Ku Klux Klan, ils sont avec leur casquette de baseball, leur batte de baseball, évidemment aussi, et vous les voyez tourner autour d'une manifestation composée de Noirs américains, les traitant de sales nègres, de singes, etc., des choses les plus immondes, les plus insupportables, qui, en France, feraient évidemment l'objet de poursuites, et aux États-Unis, on vous dit, premier amendement. Premier amendement, on a le droit. Tant que le mec, il n'est pas mort, tu as le droit. D'ailleurs, parfois, tu as même le droit quand il est mort. Mais enfin, ça, c'est une autre considération. Donc, si c'est ça le modèle qu'on veut me donner, moi, j'en veux pas. J'en veux pas.
Donc, et c'est vrai pour Dieudonné comme pour les autres. Je veux dire qu'à partir du moment où on fait mal pour faire mal, volontairement, après il y a tous les humoristes, moi je suis de ceux, moi je considère qu'il ne doit pas y avoir de limite à l'humour. Il ne doit pas y en avoir de limite. Il n'y a pas de limite, parce que c'est de l'humour. Parce que c'est de l'humour. Mais le mec qui est obsédé, qui va se prendre telle ou telle partie de la population, si vous prenez les types Coluche, le Coluche il en avait pour tout le monde, quoi. Personne n'avait grâce à ses yeux parce que tout le monde avait grâce à ses yeux. Le mec, il passait de l'un à l'autre, au troisième. Si vous prenez Charlie Hebdo, je ne connais pas votre avis sur Charlie Hebdo, mais peu importe, il vous appartient. Mais on pourra tout dire sur Charlie Hebdo. Mais Charlie Hebdo, tout le monde en prend pour son grade. Tout le monde, notamment sur les religions. On a fait un focus sur l'islam. Mais qu'est-ce que les catholiques ont pris dans la gueule, quoi. Je vous renvoie à certaines unes du pape. Je peux vous dire que le pape a 4 pattes avec les... Bon, je ne vous donne pas de détails. Franchement, ils y sont allés. Les charges étaient lourdes. Et les bouddhistes, et les juifs, et les sikhs, etc., etc. Donc pour moi, pas de limite. Nos limites. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous ne vous attaquez pas aux hommes, vous pouvez vous attaquer à la religion. Notre loi est très bien faite. Vous avez le droit de vous attaquer au dogme. Vous avez le droit de dire que le dogme est une connerie. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de vous attaquer aux croyants, à l'homme qui croit. Et notre jurisprudence, elle est vachement bien faite là-dessus. Vraiment, on est, de ce point de vue-là, il n'y a rien à redire. Simplement, oui, c'est vrai, dans un état de droit, il y a des choses qu'on doit respecter. Je ne parle pas de Dieu. Pour moi, Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit respecter. Dieu, t'y crois pas, c'est ton problème. Moi, je m'en fous. C'est tout. Mais l'homme, oui. Voilà, je veux dire que ça met, pour moi, le régulateur de la liberté d'expression. C'est pas à moi de dire la limite de la liberté d'expression. C'est pas aux journalistes de dire la limite de la liberté d'expression. C'est pas aux hommes politiques de dire la limite de la liberté d'expression. C'est pas aux chroniqueurs, aux philosophes, aux plateaux de télévision, etc., qui viennent nous donner de grandes et belles leçons. Soit on est dans un état de droit, soit on n'est pas dans un état de droit. Et nous sommes dans un état de droit. Donc celui qui décide lorsque la ligne jaune a été franchie, c'est le juge. C'est tout. Qui s'exprime et qui rend sa décision au nom du peuple français. Moi, je pratique beaucoup le droit de la presse, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Je peux vous dire qu'ils sont particulièrement rigoureux là-dessus. Ils ne laissent rien passer dans le sens de la liberté, pas dans l'autre sens. Quand il y a un doute, il n'y aura pas de condamnation. Il n'y aura pas de condamnation. Et évidemment, ils suivent aussi l'évolution de la société. La société d'aujourd'hui, ce n'est pas la société d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on faisait des procès qu'on ne fait plus aujourd'hui. Voilà, la société évolue. Et le juge doit s'adapter à l'évolution de la société. Et c'est ce que fait la jurisprudence. Voilà, ma réponse est un petit peu longue, mais suivant la formule tout à fait laïque, ça permet de remettre l'église au milieu du village. Bonjour, je me présente. Je suis Anna Vicard et je suis en 3e année de droit et sciences politiques. Ma question elle est un peu plus personnelle et je voulais vous demander déjà quand vous êtes arrivé en faculté de droit, quelles étaient vos ambitions? Après avoir été l'avocat dans tellement d'affaires et dans tellement de domaines différents, est-ce que vous avez encore des ambitions? Quelles sont vos perspectives d'avenir et si vous en avez encore, je l'espère, quelles sont-elles? Mes perspectives d'avenir. Ça fait 46 ans que j'ai prêté serment. Je suis à la moitié de ma carrière. Donc pour les 46 ans qui viennent, simplement continuer. Non, mais ça, si vous voulez, pour moi, être avocat, c'est un aboutissement. Donc vous m'avez peut-être déjà entendu m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai fait pas mal de médias sur cette question. Je porte véritablement cela en moi. D'abord, c'était un rêve d'enfant, réellement. J'ai vraiment, pour le coup, vraiment toujours voulu faire ça. Ma mère avait retrouvé une rédaction du CE2. Les instituteurs avaient beaucoup moins d'imagination qu'aujourd'hui. Et c'était quel métier tu veux faire? Bon, moi, je ne voulais pas être pompier ni président de la République. Je voulais être avocat. Bon, on va savoir pourquoi je voulais être avocat. Et comme je suis assez monomaniaque et quand j'ai une idée, il faut que je la réussisse, voilà, je suis devenu avocat. Et pour moi, c'est l'accomplissement, mais pas un accomplissement seulement professionnel, c'est l'accomplissement d'une vie.
Vraiment. Pourquoi ? Parce que quand on est avocat, dans ma conception à moi, on l'est. C'est un métier difficile. Alors, ce n'est pas un métier pénible au sens où on l'entend aujourd'hui dans les manifestations sur la retraite, encore que, je peux dire que quand vous plaidez pendant 2 heures dans un dossier chaud, physiquement, il faut tenir le coup. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la catégorie des métiers pénibles, mais qui vous bouffent totalement. C'est un métier qui vous bouffe de l'intérieur. C'est-à-dire que, en tout cas dans ma conception, après, je ne prétends pas qu'il n'y a pas d'autres conceptions. Hein. Pour moi, quand je rentre chez moi, je ne laisse pas ma robe, vous avez compris que c'est une image, au cabinet. Je veux dire que pour moi, on est avocat la nuit, on est avocat le jour, on est avocat en vacances quand on en prend. C'est une manière d'être. Ce n'est pas une profession, c'est une façon d'être et de vivre. Vous le voyez bien dans ma façon de m'exprimer sur toute une série de sujets. Je pense que c'est une action citoyenne, en fait, et politique, au sens noble du terme. Donc voilà, je sais très bien, en revanche, je lui dis clairement que là, il y a un moment où il va falloir raccrocher. Je considère, d'ailleurs, ce n'est pas tellement à moi d'en juger, mais je sais très bien que nombre de mes confrères qui veulent aller trop loin, c'est comme les artistes ou comme les sportifs de haut niveau, quoi. Il y a le match qu'il ne faut pas faire, quoi. Et voilà. Et il y a sans doute la plaidoirie qu'il ne faut pas faire. Alors j'espère que ce sera le plus tard possible, mais le mieux c'est d'en avoir conscience soi-même et de dire je raccroche les gants. Voilà. Mais je dis je raccroche les gants parce que je pratique la boxe et que c'est aussi un élément qui permet de... Ça contribue aussi à pouvoir plaider. Bonjour maître, alors je m'appelle Raphaël Danet, je suis en 2e année de droit et j'aimerais savoir, quand vous étiez plus jeune ou enfant, aviez-vous un modèle et qui était-il ? Je vous remercie. Non. On m'a souvent demandé si j'avais un mentor. Je n'ai pas de mentor. Non. Si, mon papa. Voilà. Je veux dire que je ne crois pas à ça. Et je vais vous dire, bon, très souvent, bon, vous connaissez Doctrine, non ? Doctrine, c'est un site de jurisprudence qui est très, très connu dans les milieux juridiques. Tous les avocats ont Doctrine, etc. Et en fait, ils ont fait un espèce de truc avec des avocats un peu connus, avec mentor, mentoré. C'est-à-dire, il y avait au sein d'un même cabinet, vous trouvez ça sur Internet, sur le site de Doctrine, où j'interviens avec un de mes jeunes associés, voilà, ça s'appelait 20 ans d'écart. Enfin bon, nous c'était 40 ans d'écart, mais enfin bon, c'est pas... bon, moi, je n'ai pas de mentor parce que je n'ai pas du tout envie d'être un mentor. Ou je n'ai pas envie d'être un mentor parce que je pense que c'est ce que je dis à mes jeunes collaborateurs, il n'y a pas de mimétisme à avoir. Je veux dire que chacun... Il y a des gens, il y a des avocats qui m'ont marqué la façon de pratiquer sa profession, de Robert Badinter, qui était un avocat de droit des affaires qui faisait du pénal, comme moi, je dirais, sans me comparer évidemment à Robert Badinter, évidemment, ça marque. Il y a des plaidoiries historiques qui restent, des avocats qui m'ont impressionné, mais pas... je crois beaucoup, je suis un individualiste et je crois que je pratique un art et une profession individualiste. Et ce que je dis aux jeunes notamment, qui plaident avec moi dans des dossiers importants, etc., c'est pas d'essayer de faire ce que je fais moi, mais de faire eux avec leur personnalité. On parle souvent d'ailleurs je le dis, si un jour vous plaidez ce que je vous souhaite, c'est pas l'art pour moi, c'est de rester soi-même. Il y a des avocats qui, par exemple, changent de voix lorsqu'ils plaident. Ils descendent de 2 octaves. Bon, moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je crois qu'on n'est pas naturel. Je dis notamment
aux jeunes femmes avocates qui ont des voix, c'est vrai, qui souvent portent moins, c'est aussi une arme. C'est aussi une arme. Le silence est un mode d'expression, de captiver l'attention. C'est tout l'art oratoire qui est composé de milliers d'atouts. Il y a plein de façons de s'exprimer. Et la chose, et je le dis d'ailleurs même à mes clients, lorsque des gens qui passent aux assises, restez vous-même. Restez vous-même. Quand vous n'êtes pas vous-même, ça se voit tout de suite et ça ne marche pas. Voilà. C'est tout. Donc, non, je n'ai pas de mentor. J'ai un peu pris là où je considérais qu'il y avait des choses intéressantes. On apprend tous les jours dans ce métier. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Soit je gagne, soit j'apprends ». Vous avez tous lu, évidemment. Bonsoir, je m'appelle Tilia Dugier, je suis en 3e année de droit à Lyon 3. Là, vous nous avez exposé un procès dans lequel vous étiez du côté des parties civiles, mais je sais que vous êtes aussi parfois du côté de la défense. Et donc, je voulais savoir comment vous envisagez votre métier d'avocat lorsque vous êtes de l'autre côté, justement. Je ne sais pas du tout à quoi vous faites allusion. Alors, si vous avez eu mon livre, vous aurez lu que je considère... Alors, dans les avocats... Moi je ne suis pas historiquement un avocat pénaliste. J'ai fait du pénal lorsque j'étais jeune. J'explique pourquoi j'en suis sorti à une certaine époque. Mon cabinet est un cabinet de droit des affaires. Mais je considère que l'essence même de la profession, l'image d'Épinal. Mon cabinet fait toujours du droit des personnes aussi, d'ailleurs, et du droit pénal. Et au même titre, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec le directeur juridique d'une société dont je m'occupe, sur les avocats qui interviennent en droit social, certains qui disent « moi je fais que de l'employeur » et certains qui disent « moi je fais que du salarié ». Alors, il y a des raisons politiques, des raisons également à l'égard de la clientèle, etc. Moi, je considère qu'un avocat qui n'intervient pas au cours de sa carrière des deux côtés de la barre est un avocat qui est hémiplégique. Je pense notamment, alors on pense surtout aux assises évidemment, quand on défend un criminel et moi dans ma carrière, je suis beaucoup plus intervenu aux côtés des victimes. Et pourtant désormais on me connaît beaucoup plus du côté non pas des assassins mais d'un assassin. Mais peu m'en chaud, je veux dire, pour moi c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Je pense que c'est un métier physique d'abord. C'est un métier physique et c'est un métier cérébral. Et il y a des moments à l'audience, pendant l'audience et à la fin de l'audience, lorsque vous attendez un verdict, l'angoisse de l'attente d'un verdict, moi je considère qu'on n'est pas un avocat accompli lorsqu'on n'a pas ressenti cela aux côtés d'une victime ou de sa famille et aux côtés d'un accusé. Je considère que l'avocat n'est pas parfait. Quand je dis parfait, je ne veux pas dire que je suis parfait, mais je dis qu'il n'est pas complet d'une certaine façon. Il lui manque quelque chose. Il y a quelque chose et il faut connaître la sensibilité. C'est un métier merveilleux parce que, en réalité, vous vous enrichissez, entre guillemets, je ne parle pas de fortune matérielle et numéraire et monétaire, mais intellectuellement, c'est un métier extraordinaire parce que vous êtes une sorte d'éponge, et qui vous préserve dans votre propre vie d'ailleurs. C'est un métier qui est terrible parce que, en réalité, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes vous-même victime d'accidents de la vie. Moi, je me souviendrai toujours, l'un de mes premiers clients personnels, c'était un divorce. C'était une dame qui était venue me voir et qui voulait divorcer et qui me racontait ses infortunes. C'était une femme que moi, j'ai prêté serment, j'avais 23 ans. Donc, j'étais un gamin. Et j'avais une dame en face de moi, qui était pour moi une vieille dame, elle devait avoir 38 ans, quelque chose comme ça, qui était pour moi une dame âgée, entre guillemets, et qui venait me raconter sa vie personnelle, sa vie intime,
ses amants, les amants de ça, les maîtresses de ça, qui venaient me raconter sa sexualité, son truc. Moi, j'étais tétanisé, quoi. Je comprenais rien. Enfin, je comprenais rien. Je comprenais très bien, mais j'étais rouge comme une tomate. Voilà, c'est quelque chose. Donc, et vous apprenez. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous raconte ses problèmes matrimoniaux, de succession, de trucs, nécessairement, ça fait écho dans votre propre vie. Donc, et ça vous préserve en même temps. Quand, à un moment de votre vie, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, des choses comme ça, vous remémorez monsieur un tel, madame un tel, et ça cogite, et ça peut, d'une certaine façon, c'est pour ça que c'est d'une richesse. Alors, surtout de mon temps où, en fait, moi, quand j'ai commencé, je faisais tout. Je faisais du droit social, du droit pénal, du droit commercial, des baux ruraux, de la défense devant le tribunal permanent des forces armées, des successions. C'était génial, on était des épiciers, parfois un peu imparfaits, je reconnais. Mais bon, c'était une école extraordinaire. C'était, on dirait aujourd'hui l'école de la rue, en fait, parce que j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Aujourd'hui, chez moi, les avocats de cet âge, enfin il n'y en a plus de cet âge, parce que les avocats de 23 ans, il n'y en a plus, quand ils arrivent, ils sont spécialistes en ceci, spécialistes en cela, ils ne veulent surtout pas faire autre chose que et moi je les oblige d'ailleurs à faire des choses dans lesquelles ils ne sont pas spécialistes, précisément pour avoir une ouverture d'esprit qui soit suffisamment large, quoi. Je veux dire, on n'a pas des œillères quand on est avocat. Alors du coup, j'ai oublié la question que vous m'avez posée. De la même façon. Voilà. Mais pas seulement. D'ailleurs, moi, ça fait un peu... moi, je plaide de la même façon, même si je suis devant un tribunal correctionnel ou devant un juge des divorces. Et même, on m'en fait parfois en arbitrage. Ça ne se fait pas du tout, l'arbitrage. Vous savez, c'est la justice qui est la justice. Souvent, il y a des arbitres qui me disent « Maître, vous n'êtes pas devant une cour d'assises. » Et vous savez ce que je leur réponds ? Je réponds « Si, je suis devant une cour d'assises. » Parce qu'à partir du moment où des gens m'ont confié la défense de leurs intérêts, que ce soit pour un meurtre ou que ce soit pour un litige financier, économique ou même boursier, moi je défends les intérêts. Et de la même façon. Alors, après, il y a évidemment des curseurs qu'on peut moi, dans ma conception, mais surtout, ne prenez mon propos que comme un exemple, pas comme une vérité. Ce n'est pas une vérité. Demain, vous aurez un autre avocat qui ne sera pas plus mauvais, qui vous dira éventuellement l'inverse de ce que je vous dis. Et il aura raison aussi. C'est tout. Après, c'est au client de décider. C'est tout. La première chose que doit se poser, la première question que doit se poser un avocat quand il reçoit la visite d'un client, quand un client lui demande de le défendre, c'est pourquoi moi ? Il y a 70 000 avocats en France. Pourquoi ? C'est ça la vraie question. Au vu de l'heure, je pense qu'on va devoir s'arrêter là, malheureusement. Peut-être la dernière question, elle a levé la main. Quand même, il faut récompenser les volontaires. Sinon, c'est frustrant. Okay. Alors, la dernière question. Allez-y. Vous avez vu, je fais la police en même temps. Je l'ai dit à l'envi, je ne vais pas arrêter de le dire. C'est sur la part d'humanité du criminel, c'est ça ce que... Vous savez, pour faire le lien, comme ça fera la conclusion en même temps. Quand je dis que tout homme doit être défendu et qu'il y a une part d'humain en tout criminel, c'est ce dont moi je suis convaincu, et là encore, ce n'est pas une vérité scientifique, je pense que ce qui fait le plus peur dans le criminel, et c'est ça qui fait, je dirais, la bonne fortune des chaînes de télévision en continu qui jouent dans ce populisme, qui berce les... C'est ce que nous renvoie le criminel. On a souvent moins peur du criminel que ce qu'il nous renvoie de notre propre humanité. C'est une sorte de miroir. Combien
de salauds ont regardé Nordal-Lelandais parce qu'ils sont des Nordal-Lelandais. Et c'est ceux qui gueulent le plus fort, à mort, à mort, à mort. C'est ceux qui en sont capables. Je parlais de Robert Badinter. Robert Badinter a, dans l'affaire célèbre dans laquelle il a sauvé la tête de, comment s'appelle-t-il, qui est mort il n'y a pas longtemps, en fait, il défendait un homme qui avait tué un enfant. Bien. Il a tué cet enfant, il l'avait caché sous son lit, et Robert Badinter l'a défendu, et c'est à partir de là, il lui a sauvé sa tête. C'était devant les assises de Rouen. Quelques années plus tôt, il était déjà l'avocat d'un type qui est devant les mêmes cours d'assises dans une affaire analogue. Et l'histoire est vraie. Dans ce procès, ce premier procès, la foule hurlait à mort, à mort, à mort. Eh bien, le client de Robert Badinter, il s'appelait Patrick Henry, j'ai retrouvé son nom. Il était de ceux qui gueulaient à mort, à mort, à mort, la guillotine, il faut le guillotiner. Et c'est le même type qui, quelques années plus tard, va tuer un gosse et qui va se retrouver dans la même situation. C'est ce miroir-là. Moi, je peux vous dire qu'il y a, lorsque j'intervenais pour Nordal-Lelandais, des Nordal-Lelandais, il y en avait plein devant les téléviseurs, qui étaient capables de faire la même chose et peut-être même pire. Donc, moi, je suis convaincu. Mais après, c'est ma vision de la société, ma vision du monde, ma vision de l'humanité, c'est quand même ce qui distingue l'homme de l'animal. C'est cette capacité de raisonner. C'est la différence entre l'homme et l'animal, c'est que nous, on connaît, nous les humains, on connaît nos faiblesses, on connaît notre destin qui est de mourir. L'animal, lui, il ne le connaît pas. Donc, je pense vraiment que la notion de monstre n'existe pas en humanité. Il y a des hommes capables d'accomplir des actes monstrueux. Et ça fera la boucle, et on pourra terminer là-dessus, on me disait, oui, mais est-ce que vous auriez défendu Hitler ? Non, on ne m'aurait pas demandé. Et on m'a dit, est-ce que vous auriez défendu Klaus Barbie ? Ben non, je n'aurais pas défendu Klaus Barbie. D'abord parce qu'il ne me l'aurait pas demandé, parce que j'ai ma clause de conscience, et la clause de conscience qui est essentielle chez l'avocat, je ne pouvais pas plaider pour l'homme qui a déporté les enfants d'Isieux. Ah mais oui, mais vous pouvez plaider pour l'homme qui a tué la petite Maëlys ? Ah, ça c'est un autre sujet. Mais si vous voulez, on en parlera, et je vous renvoie à un excellent livre sur le sujet. Alors, merci à tous d'être venus. Merci.